C'est ici, à Gentilly, que Sophie est née. Et c'est toujours ici, dans l'une de ces HLM, qu'elle habite avec ses parents et son frère aîné. Loin, très loin des studios de cinéma. La mère de Sophie est démonstratrice, son père chauffeur. S'ils n'ont pas empêché leur fille de tenter cette expérience, ils ne sont pour rien dans sa décision. Rien, c'est elle qui le dit, n'a changé dans la vie de Sophie. Elle affirme vouloir pour l'instant continuer ses études. La preuve, elle a déjà refusé une proposition de film. Une sagesse dont ses parents sont certainement responsables. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à espérer. Mais elle s'est faite, et on l'y a aidée, à l'idée que cette aventure pourrait être sans lendemain. Les adolescentes ne sont plus ce qu'elles étaient. Je me dirais que c'était un bon souvenir, bien sûr. Et Claude m'a dit, Claude Pinoteau, il m'a dit de toute façon, ça se trouve c'est un film que tu fais et que t'en feras plus. C'est pour ça il faut pas avoir la grosse tête ni rien. Et j'ai tellement été préparée à ça que je pense que j'aurais pas trop de mal à subir si jamais j'en fais plus. Donc l'avenir, vous le voyez comment? Je le vois pas, je l'attends. Le film, c'était beaucoup mon sujet, c'était mes enfants, c'était ma grand-mère. J'aurais trimballé avec moi l'image de Victoire Berrecton. On a vécu une histoire d'amour pendant pratiquement 2 ans. Elle avait des bleus aux fesses en rentrant chez moi. Salaud! Et en même temps, elle était en larmes. Bah voilà, ça ressemblait vraiment à une sorte de colo. Il y avait une bande de joyeux lurons, quand même. D'un autre côté, c'est vrai que si vous racontez cette histoire en une phrase, ça ressemble à un conte de fées. Je suis rentrée chez moi, un petit peu à l'improviste comme ça, vers 4h30, 5h d'après-midi. Et là, j'ai trouvé la maison transformée avec tous les volets fermés, les rideaux fermés, des petites lumières douces, une musique douce. Et puis, il y avait, je ne sais pas, une vingtaine ou une quinzaine de nains, littéralement. Enfin, ils avaient 12 ans et demi, en train de danser joue contre joue. Et j'étais complètement ahurie parce que c'était un phénomène nouveau. Et je me souviens très très bien qu'un soir, j'étais chez moi avec des amis qui étaient venus dîner et je m'ennuyais beaucoup à mon propre dîner. Et tout à coup, j'en ai eu ras-le-bol vers 11h, 11h15, 11h30, minuit, il partait pas, j'en ai eu marre, je me suis levée, j'ai laissé l'homme de ma vie s'en occuper, je suis allée à mon bureau et j'ai écrit 2 pages. Et ça s'appelait La Boum. Et il y avait Vic. Et il y avait ses copains, ses copines, et il y avait Mathieu, et il y avait l'idée de cette boum qui était l'obsession de ces enfants, et puis il y avait le couple des parents qui avait de gros problèmes en même temps, et puis il y avait la grand-mère. Et dans ces 2 pages, beaucoup de choses. Claude venait travailler chez moi, on travaillait chez moi. Les enfants rentraient de l'école donc tous les jours, et ils nous servaient de cobayes parce que on leur ah, venez. Alors ça les amusait bien sûr. Moi c'est ce que je faisais aussi quand j'étais enfant et que mon père travaillait avec des scénaristes à la maison. Vic, c'est Caroline. Elle était vraiment notre modèle. Pendant des mois et des mois, on a travaillé sur le scénario avec Daniel. Quand on prenait un petit goûter dans la cuisine de Daniel le soir et que Caroline rentrait du lycée, on lui posait des questions. Et elle a été vraiment, je dirais pas notre conseillère technique, elle avait 12 ans, mais ce qu'elle nous disait était très intéressant. Donc on avait vraiment en première loge un témoin de la vie adolescente de cette époque. Bon, c'est vrai que tout à coup, je sentais que ce film, c'était beaucoup mon sujet, c'était mes enfants, c'était ma grand-mère, ma fille, un peu, enfin de très loin, des problèmes de couple, etc. Enfin, c'était finalement une histoire extrêmement personnelle. Et Claude est rentré là-dedans avec vraiment une lucidité, une fraîcheur, une gaieté. Je n'ai jamais, je me suis sentie, c'est le cas de dire, trahi, comme on demande. Jamais. J'ai toujours pensé qu'il l'avait fait exactement comme je l'avais imaginé, comme c'était. Et c'est vrai que bon, il a fait ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il en a fait son film, parce que La Boum, c'est un film de Claude Pinoteau. Ulysse Kratos, hein. Hey, c'est pas un appareil. J'ai vu 3000 ados en 4 mois, 3 mois, 4 mois, ouais. Et Sophie, c'était la 42e. Il y avait évidemment un petit panel sur le marché qui faisait de la pub, qui faisait des choses comme ça, mais très peu.
Donc là, je suis partie faire les clubs de tennis. On est allé dans les piscines. On a fait des cours de récréation. C'était génial parce que j'étais dans les cours des collèges et j'avais tous ces gamins qui venaient vers moi. On avait des cartes Gaumont et on sortait quand on voyait une fille, on disait « Tenez, mademoiselle Saint-Florent, excusez-moi ». Je les filmais, puis je prenais leur téléphone et puis je les rappelais après. Gaumont prépare un film avec des jeunes, voilà. Je me souviens de centaines d'enfants, d'adolescents qui débarquaient. Je me souviens il y a eu des tas de séances. Ils arrivaient par bus ou ils arrivaient du métro de la Porte de Saint-Cloud parce qu'on avait alerté la presse qu'on recevait tous les samedis à Boulogne-Billancourt. Ils se présentaient, je m'appelle un tel, j'étais large, etc., etc. Bon, on allait tourner la tête pour voir son profil, etc. Plan pied pour voir sa taille à côté d'un assistant pour voir les rapports. Et puis ensuite, on faisait l'épreuve de la danse. Voilà. Comme ça, on a pas mal déblayé. Il y avait Emmanuelle Béard, qui avait donc 13 ans à l'époque, 13 ans et demi, qui était absolument ravissante. Il y avait Mathilde Amet, pareil, elle était aussi danseuse à l'opéra. Bon, alors je m'appelle Christiana Reali. Je suis née le 16 mars 1965. J'ai fait du théâtre je fais du théâtre depuis 3 ans. Puis en juin dernier, j'ai eu le 2e prix d'une audition que j'ai passée. Pas quel premier prix, François ? Le premier, oui, mais elle a eu le premier parce qu'elle avait plus d'avenir que moi. Voilà, donc on a fait le casting au fur et à mesure, tout en cherchant Vic, on faisait le casting du reste de la distribution. Ce qui est formidable chez Claude, c'est que il n'attend pas qu'on fasse le travail pour lui, lui aussi il bouge. Alors il est allé à l'opéra avec Daniel Thompson. C'est comme ça qu'on a choisi à l'opéra la petite Alexandra Gonin qui fait le rôle de Samantha. Bonjour, je m'appelle Alexandra Gonin. Je suis à l'opéra depuis un an et demi. Je rentre pour ma 2e année, j'ai fait du cheval. D'ailleurs, elle est étonnante parce que maintenant elle est mère de famille, mais on lui mettait ses petites pictures, on la mettra en gros plan, elle n'a pas changé, elle est prodigieuse, les gens la reconnaissent dans la rue. On ne peut pas oublier. Hein. Je n'avais jamais appris vraiment un texte comme ça. Et je me souviens que j'étais grimpée sur l'armoire en fer, parce que là où on passait des essais, il y avait une toute petite lucarne comme ça. Donc je regardais ce qui se passait de l'autre côté. Quand on est venu me chercher, je ne savais pas une broque de texte. J'avais été trop curieuse. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Faites qu'ils viennent nous parler. Je vous en supplie. Hé, vite, Pénélope! T'arrêtes pas, je te dis. Oh, attendez-nous! Ça va? Ouais? Vous faites quelque chose en ce soir? Pourquoi? Boum, vous pouvez venir? Tu peux y aller, toi? Peut-être, on verra. Bah, appelez-moi ce soir sans faute, hein, parce qu'après, ce sera... Ok, salut. Ouais, ça y est, ça va être génial. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, alors? T'as vu Raoul? Oh, le blouson. Et Jean-Pierre, ses yeux bleus. J'en étais sûre, super sympa. Vachement mignon. Oh, j'ai rien à me mettre. Alors, on reste en bas. Je m'appelle Laurent Ndiaye, j'ai 14 ans et demi. Je suis née le 30/11/65 à Suresnes. J'étais à l'école des enfants du spectacle et je faisais du patinage artistique, de la danse et du chant déjà à l'époque. Et tout de suite, Françoise Ménidret, je pense qu'elle était déjà axée pour trouver un métis pour le rôle d'Arnaud donc dans La Boum, m'a dit tout de suite, ah oui, toi tu m'intéresses. Donc déjà j'étais, le gamin que j'étais était hyper flatté déjà, donc elle m'a donné une carte avec marqué Gaumont International. Moi j'étais très impressionné comme ça. Quand j'étais dans le métro le soir, je vérifiais toutes les 5 minutes, je n'avais pas perdu la carte. J'étais là, non, je l'ai toujours. Je cherchais un garçon qui fasse des claquettes et il le faisait admirablement bien, il dansait très bien. On lui avait mis une espèce de plateau en bois et il nous a fait un numéro de danse formidable. C'est un garçon qui était toujours souriant, je ne l'ai jamais vu triste. Toujours un grand sourire, des yeux qui avaient un appétit de la vie. Puis il voulait que je sois le bout en train, le gamin comme ça un peu sympa, marrant, qui fait rire un peu tout le monde, ouais. Ouais, c'était un peu fouille-merde aussi d'ailleurs, quelque part, parce qu'il y a une scène... Raoul m'a dit de te dire qu'il voudrait sortir avec toi. Tu veux sortir avec lui? Ben moi, non, mais j'en connais qui... Tu me promets de pas le répéter. À l'époque, j'étais au lycée. Et en fait, c'est ma mère qui a envoyé des photos en répondant à une annonce. Et elle ne me l'a même pas dit d'ailleurs, j'étais pas au courant. Oh, Caroline! Tu danses?
Ouais. Oh, dis donc, t'es vachement mieux sans lunettes. Moi, j'avais pas du tout d'appareil dentaire, j'avais absolument pas de lunettes. J'étais comme je suis là, quoi. Je me suis présenté. Et puis il a dû me dire, bah, qu'est-ce que tu peux nous faire un truc? Je lui ai dit, ouais, bien sûr, je vais vous faire un truc. Et puis j'ai dû faire Une femme de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, avec une vieille imitation de Louis de Funès, complètement ratée. Et puis il m'a dit, bon, c'est bien, on va couper, très bien. Tous les garçons faisaient la même scène et toutes les filles faisaient la même. Je crois que toutes les filles faisaient le rôle de Vic et tous les garçons faisaient, je sais plus. Mais tout le monde faisait la même chose. On a tous été auditionnés pour avoir le premier rôle, pour le premier rôle. Donc jusqu'à la fin, les scènes qu'on répétait pour les auditions, c'était les scènes de Vic. Donc on connaissait le rôle par cœur. Marche pas trop vite, ils sont là. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour aller à cette boule, n'importe quoi. Ils sont derrière nous. On a tellement répété cette scène que 22 ans après, encore quand je regarde le film, j'ai du mal à la regarder tellement. On l'a tellement fait, que c'est pour ça après je disais à Claude sur les autres films, écris une scène à part. Eh Vic, Pénélope, attendez-nous. Attendez-nous. Ça va? Eh Vic, Pénélope, attendez-nous. Ça va? Ça va? Waouh, il est chouette ton survêtement. Faites quelque chose samedi soir? Pourquoi? Je fais une boum. Vous pouvez venir? On m'a dit que c'était celui qui organisait la fête dans le film. Et puis voilà, donc il avait une mob, puis voilà, il faisait partie d'une bande de copains. Mais c'est tout. Il fallait quelqu'un qui a un tempérament de chef. Et on a trouvé qu'Alain Bégel, même quand il avait 13-14 ans, on avait l'impression qu'il savait ce qu'il voulait. Je m'appelle Alain Bégel, j'ai 15 ans et demi, j'aurai 16 ans en juillet. Le cinéma m'attire énormément parce que j'estime que d'une part, à 15 ans, on a un potentiel de, je sais pas si on pourrait dire de fraîcheur ou de sorte de choses qu'on peut perdre après pour rattraper d'autres. Pénélope voulait sortir avec toi. Quoi? Pénélope veut sortir avec toi. Il fallait, comme dans beaucoup de films, il y a généralement l'acteur principal ou l'actrice principale, généralement un confident. Bon, c'est un peu classique, chez Shakespeare, ça existe déjà. Il y a toujours un personnage qui aide à voir ce qui se passe dans la tête du personnage principal grâce à son confident. J'avais passé un casting pour un très joli film qui s'appelait La Petite Sirène avec Philippe Léotard, qui était un avant-beau-père de Blier, mais qui avait la même qualité. Et malheureusement, étant d'un milieu modeste et de parents divorcés, on m'a empêché de tourner ce film pendant ma scolarité. Donc j'ai giflé le psychologue de la DAS qui a changé le cours de ma vie parce que moi je me sentais plus proche de cette famille-là. Et Roger Andrieux, donc ce réalisateur qui m'avait choisi, m'a dirigé sur Claude Pinoteau. Je m'appelle Sheila O'Connor, j'ai 14 ans, je suis née le 4 mai 66, je mesure 1m50. J'adore la danse, j'aime beaucoup le sport et la musique. Oui, mais la danse, t'as pas fait de danse classique. Ah non, j'ai fait la danse moderne. Bon, il y a combien d'années? C'était pas suivi parce que... Oui, bon, d'accord. Voilà. J'avais le nez bouché quand j'ai passé les essais. En plus, je m'étais ratée. Je voulais absolument être blonde platine. Non, mais bon, quand on est gamine, j'aimais beaucoup cette couleur. Qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là? Donc, du coup, je suis arrivée avec un espèce de jaune marron. Mais c'était pas vraiment roux, mais c'était plus brun. C'était pas blond non plus. Donc ça tombait très bien, il cherchait une rousse, mais c'était un roux affreux. Dis donc, tu fais quelque chose mercredi? À 9 ans et demi, 10 ans, j'ai été initié donc au théâtre, au cinéma, à la télévision. Je vais vous donner des exemples sur L'Enfant et les magiciens. J'ai travaillé sur Les Turlupins, qui est un film cinéma. J'ai donc travaillé avec Planchon. J'ai fait L'Enfant séparé pour FR3, où j'avais un premier rôle. J'avais que des premiers rôles en plus de cela. Donc il y avait quand même une expérience avant d'être engagé dans ce film qui a eu beaucoup de succès. Sheila O'Connor, Alexandra Gonin, Laurence Gignon, Maman Ndiaye, Hervé Ham et Christopher Bonnet. Et on recule, et tout le monde rigole avant un grand coup. Alors, bon, je vous ai souri un peu tous, là. Hein, tout ce groupe, cette joyeuse équipe. Bon, et on coupe. Et les gosses qu'on voyait dans ces cassettes, ceux qu'on a gardés sont ceux qui sont dans le film. Mais on n'avait toujours pas Vic. Moi, j'ai une conviction totale, c'est que je sais qu'on trouve toujours. La personne existe, le personnage existe. Maintenant, il faut se donner tous les moyens de le trouver.
Je sortais d'une cour de récréation et je me retrouve à l'opéra, comme ça, et il y avait une agence de mannequins enfants, je dirais, adolescents, qui s'appelait Vogue, qui n'existe plus, avec qui j'avais travaillé quand je faisais de la publicité. Et ils n'ont pas le droit de faire de long-métrage, ils n'ont pas de licence. Toutes les agences de pub, comme ça, ils n'ont pas le droit. Je suis montée les voir, et puis je leur ai dit, bon, voilà, je cherche pour un film... soyez sympas, montrez-moi vos fichiers. Bon, alors comme ils me connaissaient, ils m'ont sorti leurs fichiers. Et Sophie était venue la veille s'inscrire avec une copine. Je crois qu'elle était l'avant-dernière, je crois. Voilà, et elle est rentrée, une espèce de chasuble. Elle avait un petit côté très digne, très réservé. Elle ne cherchait pas à faire du charme comme les autres petites filles qui rigolaient. Marche pas trop vite, ils sont là. J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu, il m'a regardé juste le jour où j'ai mon survêt. Oh, j'emmerde, je te donnerais n'importe quoi pour essayer de poule, n'importe quoi. Et si vous voulez nous inviter, vous aurez déjà invité Géraldine et Caroline leur ont dit avant Noël, alors je pense. Ils sont derrière nous. T'es sûr? Bah, je te le dis. Je crois qu'il veut nous rattraper. Ralentis sans en avoir l'air. Ralentis, je te dis. Et si je ralentis encore, je m'arrête. Oh mon Dieu, faites qu'ils viennent nous parler, je vous en supplie. Hé, dis, Pénélope! T'arrêtes pas, je te dis. Oh, attendez-nous! Ça va? Ouais. Vous faites quelque chose samedi soir? Pourquoi? Elle était très juste, très simple, très juste. Bon, il y avait du travail, c'était pas parfait, mais c'était très juste. Elle ressentait vraiment ce qu'elle disait. Voilà, il y avait quelque chose de tellement... C'était tellement vie, qu'elle était tellement délicieuse, tellement naturelle, tellement mignonne, tellement jolie d'une manière pas facile, tellement... C'était pas justement ces beautés régulières, ce côté petites filles qui sont déjà presque des mannequins. C'était pas ça du tout, c'était une vraie petite fille, quoi. On avait le mouton à 5 pattes. Alors, en faisant les essais, on disait si jamais on tombe sur un mouton à 6 pattes, on ne sait jamais, parce qu'en faisant les essais avec tout le monde, peut-être qu'il y en aurait encore une qui aurait été encore plus extraordinaire. Mais on savait qu'on l'avait. Et j'ai fait un petit essai avec elle, où j'ai joué le rôle de brasseur, et elle, au moment où ils mangent tous les deux... Moi, j'aurais pas d'enfant. Oh, le jour où tu rencontreras le gars qui... Le jour où je rencontrerai le mec qui sera amoureux de moi, vraiment amoureux de moi, je le ferai souffrir horriblement. Pourquoi t'es malheureux? C'est Mathieu? Ça me tenait une petite boule là. C'était derrière. Ça va, moi aussi, non? C'est marrant. Et toi, c'est maman? Mais tout à coup, elle m'a eu. Hein. J'avais, moi, les larmes aux yeux dans la scène, derrière la caméra, en donnant la réplique. Elle avait un potentiel d'émotion qui était tout à fait étonnant. Je la trouvais un tout petit peu grande, mais elle compensait tellement ça par cette présence qu'elle avait, par ce regard qu'elle avait, par cette beauté qu'elle avait. Bon, on la tenait. C'était un jour comme un autre où j'avais décidé pour mes vacances de trouver un job. J'avais été dans des boulangeries, sur des marchés, dans des petits magasins et c'était sans résultat. Et maman, qui se moquait un petit peu de moi, m'a dit un jour, elle m'a dit tiens, il y a une agence de mannequins bébés. C'était dans Télé 7 jours, je me souviens, une petite annonce. Elle me dit pourquoi tu vas pas là, se moquant de moi. Et je l'ai prise au mot, j'ai dit très bien, allons-y toutes les deux. Et puis comme ça, de fil en aiguille, d'essai en essai, au bout de quelques semaines, ils m'ont dit voilà, tu as le rôle. Bon, très bien, j'étais ravie, j'avais trouvé mon boulot des vacances. J'avais donc 13 ans à l'époque. Et puis voilà, on est parti pendant les vacances de 1980, je crois, à tourner le film. Vous pouvez même avoir le téléphone, pas le téléphone personnel de Rémi Duchemin, parce que il l'appelait le soir chez lui, il est très content. Toute la nuit, il y a lieu, s'il y avait n'importe quoi. Et vous pouvez prendre le mien aussi, hein, parce que s'il y a quoi que ce soit, vous voulez nous demander des renseignements, ou le soir, même le soir, après le tournage, vous avez pu mettre quelque chose, vous pouvez toujours nous joindre. Le jour de la sortie du film, eh ben, il n'y avait personne. Je me souviens vraiment bien de ce dîner, d'une morosité terrible. Alors ça, je m'en souviens. Je me souviens des têtes catastrophées de tout le monde. Ah, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, rien. On a dû faire, je sais plus, quelque chose comme 2000 entrées le premier jour. Il pleuvait beaucoup, et il y avait des gros embouteillages dans Paris. Alors on se disait, il pleut, il y a des embouteillages. Mais enfin quand même, bon, s'il n'y avait pas d'embouteillage, on aurait peut-être fait 1000 entrées de plus, mais ça nous en a mis 3
3000 et quelques, donc on n'avait pas trop d'illusions, on était vraiment tristes. Il y avait un copain producteur, quand je suis arrivée, il m'a dit « Oh, t'inquiète pas, va. » Et il m'a donné un franc qu'il a mis dans ma main. Parce que franchement, on vendait pas cher notre peau. Et puis je me souviens très bien que le lendemain, le jeudi soir, René Bonnel, qui s'occupait de la distribution de la Gaumont, m'a téléphoné en me disant c'est très curieux, on a fait 300 entrées de plus, 400 entrées de plus le jeudi, ce qui est très rare, parce que le jeudi, il y a toujours une descente. Je dis bon, c'est gentil de m'appeler, mais enfin, franchement, 300, 400 entrées de plus. Et puis je sais plus très bien les chiffres, mais je crois qu'on a fait 6 000 le vendredi, 15 000 le samedi, 20 000 le dimanche. C'est monté en flèche. Boum, 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 boum. Jusqu'à 4 millions et quelques. Et je ne m'attendais pas, bêtement, à ce que les gens qui étaient dans la salle me reconnaissent. Parce que j'avais pas réfléchi, faut être clair. Et puis à la fin, les gens se sont levés dans la salle, on commence à partir. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai mis mon petit manteau. Et dans la queue, au fur et à mesure, les gens disaient mais c'est Samantha, mais c'est Samantha. Et là, j'ai compris en fait l'impact que ça pouvait avoir. Ça devait être peut-être 3 semaines ou 1 mois après la sortie du film. C'était terrible. À chaque fois que je rentrais dans une boîte de nuit, que je rentrais même dans un magasin pour acheter des vêtements, à chaque fois, et là je me faisais repérer, comme ça passait tout le temps, à chaque fois que j'allais quelque part, boum, c'est le cas de le dire. C'est vraiment devenu une histoire d'amitié, quoi, parce que les gens ont commencé à m'écrire. Alors d'abord, ils m'appelaient Chère Vic. Sophie, tout le monde recevait des sacs de courrier, on peut dire ça comme ça. Parfois des cris de désespoir, il faut que je te parle, toi seul pourras me comprendre, ou des lettres d'amour, d'enfants de mon âge. Et puis avec Claude, on a commencé à répondre à ces lettres, et puis très vite on s'est laissé un petit peu déborder, parce que les lettres sont arrivées par milliers ensuite, quoi. Moi j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes à l'école. On m'a arraché aussi chez moi ma boîte aux lettres 50 000 fois. J'ai reçu des courriers avec des têtes de mort, du sang. C'est incroyable la jalousie que peut provoquer le succès d'un film. C'est incroyable. C'était très dur. C'était très difficile. Aujourd'hui, je le comprends parfaitement d'ailleurs. J'avais des professeurs qui avaient donné 20 ans ou 30 ans de leur vie à l'opéra, qui avaient fait le métier le plus difficile du monde, et à qui on avait rarement demandé un autographe dans la rue. Moi, j'étais une petite élève, et même pas forcément la meilleure, et je sortais pas du rang, et tous les gens se précipitaient « Donnez-moi un autographe, donnez-moi un autographe ». Donc à l'opéra, ça a été assez mal vu, et on me disait souvent « Toi caché dans la boum, tu vas au fond et tu parles pas ». Par exemple, si je finissais un contrôle avant les autres, on me faisait la réflexion devant toute la classe « Sheila, vous rêvez à votre prochaine affiche de cinéma ?» Devant toute la classe, beaucoup de vexations comme ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté en fait mes études. Moi je voulais faire mes études, il était hors de question que j'arrête l'école, il était hors de question que j'arrête tout. Il y a eu peut-être un petit décalage à ce niveau-là entre différents jeunes, certains qui ont peut-être cru que ça y est, ils allaient pouvoir, alors que c'est quand même un métier extrêmement difficile et que la carrière que Sophie Marceau a faite est absolument exceptionnelle, quoi. Il y a des cas comme ça, c'est rarissime. Moi, je les ai vus galérer. Et plus je les voyais galérer, plus je me disais que j'avais fait le bon choix de ne pas quitter l'opéra et de me dire que de toute façon, le cinéma, je pourrais toujours en faire plus tard, mais que là, il fallait poser des bases un peu solides pour la suite. Par rapport à ce qui se passait dans le milieu scolaire, vis-à-vis de cette espèce d'agressivité des profs, j'ai demandé à ma mère si je pouvais arrêter l'école, mais que je m'engageais à travailler toute l'année et de payer ma part à la maison, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté l'opéra parce qu'en fait, au bout de quelques années, et peut-être aussi un peu à cause de la boum, qui m'a ouvert comme une petite porte. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai cessé d'avoir des œillères totalement fermées. Et je me suis dit, mais il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui mangent. Donc au bout de 17 ans à l'opéra, quand même, je me suis dit, tiens, si j'arrêtais mon régime. Moi, j'ai été contactée après la Boumin par un réalisateur pour tourner
un film un peu dans la même veine que La Boum, et d'ailleurs moi, c'est pour ça que ça m'a pas du tout intéressée. On nous proposait éventuellement des rediffusions, enfin pas des rediffusions, mais des redites de La Boum dans des rôles qui ressemblent, mais bon, à quel moment on joue la comédie quand on fait toujours la même chose? Ça commençait à être difficile pour moi de jouer toujours les filles à qui il arrive que des galères. J'ai tourné une vingtaine de téléfilms et de films, des petits rôles, généralement des danseuses, hein, quand on vous met une étiquette. Passer peut-être 1 ou 2 autres castings de ma propre initiative. Et voilà. Et ça n'a rien donné, donc moi j'ai continué mes études. Après j'ai compris que la difficulté ce serait de tenir, et que je me suis dit pour tenir, comme je ne suis pas la plus jolie, la plus en contrat, voire je vais me spécialiser, enfin je vais me donner des spécialités. C'est-à-dire que je vais aller à fond dans la danse, aller à fond dans le chant, prendre des cours de comédie, parler anglais couramment, et avec ça on va voir. Avec ça suffit pas, il faut la chance. Et le vrai métier de comédien, c'est pas un film ou 2, même avec succès. Le vrai métier de comédien, c'est savoir gérer quand on fait rien. Et ça, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Je fais des voix de dessins animés sur des CD-ROM, ça je peux vous le faire, là, vous voulez que je vous fasse une grand-mère? Ah, salut Arthur, comment vas-tu? Ah, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Donc je fais des voix comme ça, je fais souvent des grand-mères. Je vois que ça rigole. Et en même temps, je fais des voix très sensuelles pour des pubs de voitures ou des banques, voilà. En fait, je ne pratique que mon métier. En fait, je m'attache à continuer mon métier. Parce que je considère que c'est un métier qui est magnifique, dans lequel qui vous fait vivre correctement quand vous arrivez à en vivre, hein, bien entendu. Non, je ne fais rien à côté en fait. C'est que mon métier. Pour draguer ma femme, je lui ai dit tu sais qui je suis? Elle me dit non. Je lui ai dit j'ai joué dans La Boum. Je me souviens, j'ai des amis de l'époque qui étaient des... Enfin, j'étais un peu plus âgée, 18 ans, qui étaient des journalistes de cinéma, qui méprisaient un peu ce film, considérant que c'était un film commercial et trop facile. Et aujourd'hui, ils sont parents, ils ont des enfants de 10 ans, ils me disent « Mais tu te rends pas compte, La Boum, mais c'est génial !» Claude nous a toujours dit pendant le tournage, si ça marche, ça va être formidable et tout, mais vous verrez, un jour, la célébrité, ça passe. J'ai profité du succès des 2 Booms pour faire des emprunts à ma banque. C'est là où il s'est trompé, Claude. Je voudrais lui dire, Claude, 22 ans après, tous les jours on me reconnaît. Et moi, tous les jours, ça me scie. Aujourd'hui, ce serait plus marrant de faire La Boum 3. Si Claude fait La Boum 3, je signe. Tout de suite.